Et on va revenir sur l'un des textes qui marquera effectivement cette fin de mandat d'Elisabeth Borne avec l'invité de Paris Direct. Cet invité aujourd'hui, c'est vous, Mayer Guven. Bonjour. Bonjour Pauline. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes écrivain, prix Goncourt du premier roman en 2018, éditeur, directeur éditorial du label La Grenade. Et vous signez ce texte qui s'appelle « Rien de personnel » et qui vient de sortir chez Jean-Claude Lattès, dans lequel vous racontez votre parcours de fils d'immigrés turcs. La sortie de ce livre coïncide avec l'adoption au forceps au mois de décembre dernier de la loi immigration, donc le dernier texte d'ampleur du gouvernement Borne qui engage la France sur une ligne plus dure vis-à-vis de ceux qui veulent la rejoindre. Il vous a inspiré ce texte, cette loi, une tribune dans Libération, publiée au lendemain de son adoption à l'Assemblée nationale, qui porte ce titre « Monsieur Macron », et c'est une question, détestez-vous les immigrés? C'était ça c'est ça ce que cette loi vous a inspiré? En tant qu'enfant d'immigré, oui, je veux dire, je ne suis pas directement concerné par cette loi, parce que je suis français, mais c'est quand même l'esprit que laisse entendre cette loi. Et donc mais je me pose toujours des questions, puisque l'histoire avance toujours par étapes. Alors je me suis dit, quelle sera la prochaine étape? Et puis, quand on parle d'immigration, souvent, on entend que les immigrés, les réfugiés, leurs enfants viennent en France et sont de sortes de mendiants qui viennent ne réclamer que du travail. Et donc, j'ai envie de casser cette image. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre. J'ai voulu raconter la longue histoire de ma famille, la longue aventure d'immigration, la longue aventure qui nous a rendus français, et pour sortir des stéréotypes aussi, montrer que quand on parle d'immigration, c'est abstrait. Quand on parle des histoires des immigrés, c'est concret. C'est concret, et derrière chaque immigré, il y a une histoire, il y a une singularité. Il y a des rires, il y a des larmes, il y a des échecs, il y a des victoires, il y a de la sueur. Et je dirais que beaucoup de Français de bon cœur connaissent ces immigrés, les connaissent peut-être pas assez bien, mais en tout cas sont intéressés par ces histoires, parce qu'elles enrichissent aussi notre histoire nationale. Si cette loi immigration était entrée en vigueur avant que vos parents, réfugiés politiques, donc turcs, n'arrivent ici en France, qu'est-ce qu'elle aurait changé pour votre famille? Je pense que mes parents n'auraient pas pu s'installer facilement en France. Je veux dire, mes parents se sont installés en 1984. Ils sont entrés illégalement en France, sous des fausses identités. Pourquoi? Parce que mon père était recherché et condamné à mort en Turquie, ma mère était en fuite également. Ils ont obtenu au bout de quelques mois un permis de séjour. Ils ont obtenu le mot m'échappe, le passeport de la Convention de Genève, le passeport pour les réfugiés, où il est mentionné que la France offre asile à tous les combattants de la liberté. Et très vite, on leur a donné des conditions pour vivre. Il faut dire que louer un appartement, plein de choses étaient beaucoup moins chères à l'époque, mais néanmoins, on leur a accordé un statut. Il faut reconnaître qu'on est encore sous la guerre froide, qu'il y a eu la guerre du Vietnam pas très loin, qu'on est en pleine guerre d'Afghanistan, donc le sort des réfugiés est très important. Mais mes parents ont eu envie de s'installer en France, ils ont pu s'installer en France, et ils se sont sentis tellement bien en France qu'ils ont eu envie d'avoir des enfants. Ce qui est quand même une marque formidable de confiance à un pays. Je crois qu'aujourd'hui, il serait posé plusieurs fois la question. D'ailleurs, vous êtes français, Mayer, parce que vous êtes né en France. Oui. Si la nouvelle loi entre en vigueur telle qu'elle est écrite, vous auriez dû demander la nationalité, alors qu'aujourd'hui, elle est automatiquement attribuée à des enfants nés de parents étrangers ici en France. J'ai obtenu ma nationalité à 14 ans. Ça faisait 14 ans que je vivais en France. J'étais pour ainsi dire, culturellement déjà français. Oui, aujourd'hui, effectivement, je vois que c'est entre 16 et 18 ans qu'il faut en faire la demande. Enfin, en tout cas, le texte a évolué entre-temps. Mais on voit bien que c'est encore une barrière pour rendre les choses plus compliquées. J'ai aujourd'hui des amis qui ont presque 50 ans, qui sont nés en France, qui sont des gens du monde artistique, qui peuvent être très connus, etc., qui n'ont pas la nationalité française, puisque les dossiers sont très, très compliqués. Ils sont nés à une autre époque, etc. Donc, j'aimerais quand même que nos compatriotes aient à l'esprit tout ça. Qu'on ne vit pas dans un monde extrêmement simple non plus quand on est immigré ou quand on est enfant d'immigré.
Cette loi, qui est pour certains le texte de la honte, fait l'objet de plusieurs appels à manifester ce mois de janvier parce que pour l'instant, elle n'a pas été promulguée. Et donc, ces manifestations visent à demander au président Macron de ne pas promulguer ce texte. Appel à manifester notamment les 14 et les 21 janvier. Elle passera le 25, on l'a appris hier, devant le Conseil constitutionnel. Il est d'ailleurs assez fort probable que de grands pans du texte soient retoqués par les sages. Les défenseurs du texte parlent d'un texte nécessaire et s'appuient pour cela sur des sondages dont on pense qu'on veut, mais qui reflètent une forme de soutien de l'opinion publique française à ce genre, à cette direction. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Le sondage, on l'a vu. En fait, le sondage, il a été fait le 20 décembre. Dans la soirée ou dans la matinée, le texte avait été dévoilé la veille, tard le soir. Les 70% à peu voilà, près. Mais le sondage soutien, concerne 1000 personnes. Je ne suis pas sûr que les 1000 personnes aient eu le temps de lire le texte. Enfin bon, peu importe. Mais par contre, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a des sondages. Mais par contre, depuis mon enfance, je ne vois pas 70% de personnes hostiles aux immigrés. Je ne le constate pas. Voilà. Qu'est-ce qu'être français ? Qu'est-ce qu'être un bon français ? C'est la question autour de laquelle tourne votre livre. C'est la question qu'a posée, malgré elle, peut-être une dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, d'un magazine breton qui a choisi pour les 60 ans de l'anniversaire de sa création, je crois, la photo de ce petit garçon. Vous voyez, ce magazine s'appelle Le Peuple breton, ce titre, Un peuple vivant. Et ce petit garçon, la présence de ce petit garçon sur cette une de magazine lui a valu un tombereau d'injures racistes, parce qu'il est métis, il ne peut être ni vraiment breton, ni vraiment français, c'est ça que ça dit ? Effectivement, les critiques à cette une voulaient avancer cela. Je dirais que moi qui ai grandi en Bretagne Sud, à Nantes, en tout cas dans la Bretagne historique, disons, pas administrative, il y a débat. Il y a débat. On a toujours été accueillis avec chaleur. Et donc, lors de mon précédent roman, le magazine, Breton Magazine, a fait une grande interview. Elle a titré « Une enfance bretonne ». L'innocence d'un petit breton, pardon. Et donc, moi, je me suis toujours senti aussi un peu breton, c'est-à-dire d'origine kurde, turque, français, mais aussi un peu breton, pour l'esprit, pour tout un tas de choses. Être breton, c'est aussi un rythme qu'on a en soi, un rapport au calme, au silence, à la poésie de la vie, je veux dire. Et donc, non, ils ont raison. Je veux dire, il y a une grande partie des Bretons qui pour eux, être breton, c'est partager les valeurs de la Bretagne, la culture de la Bretagne. Donc, moi, je soutiens cette une. Et d'ailleurs, il y a récemment 2 frères qui ont la peau noire, qui ont gagné le grand concours de la musique bretonne. Enfin, ça pose aucun problème, on va dire, chez nous. Voilà. Mais largement, au-delà de la question de la Bretagne, c'est cette question autour de laquelle vous tournez. Qu'est-ce que ça veut dire être français, être un bon français, le fait qu'on vous renvoie toujours à cette question. Et toi, tu viens d'où, en fait ? Et quand vous répondez, moi, je suis de Nantes, on dit non, mais en vrai, tu viens d'où ? Oui, mais en fait, le bon français, quand on pose la question aux gens, ils ont l'impression de savoir qui c'est. Puis quand on fouille plus de 30 secondes, vous demandez à 10 personnes, personne n'est capable de vous donner une réponse de ce qu'est le bon français. Or, par contre, le bon français, depuis 200 ans, il a toujours servi à exclure les gens. Il a servi à exclure les provinciaux, il a servi à exclure les Français des colonies. Maintenant, il sert à exclure les immigrés, les Français d'origine immigrée. Donc, être un bon Français, moi, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, si ce n'est que je crois qu'il faut respecter les lois, tout simplement, être chaleureux, être souriant, et puis essayer de faire nation tous les jours. Donc, faire nation tous les jours, pour moi, faire nation tous les jours, c'est la formule d'Enes Renan, mais faire nation tous les jours, c'est être sympa, souriant, essayer d'aider. Sans se sentir pour autant redevable en permanence toute sa vie de quelque chose. Exactement. Dire merci. Ouais. L'injonction qui vise à rendre français empêche de le devenir pleinement, écrivez-vous, ça veut dire. Oui, je veux dire, l'injonction qui vise à rendre français, c'est presque un acte de dressage. Je veux dire, on peut dire, oui, voilà, je suis d'origine turque, kurde, c'est mon héritage familial, comme on est breton, comme on peut être d'origine corse, ou basque, et puis être français. Mais quand on renvoie systématiquement à vos origines, vous vous sentez exclu en permanence. Et donc, c'est comme si votre peau était un tatouage, ou votre prénom était un tatouage, ou votre nom de famille. Et je dirais, il y a des gens maintenant qui ont leurs ancêtres depuis 3 voire 4 générations, qui se sentent encore un peu exclus. Pas tout le temps, mais encore un peu. Et ce encore un peu, c'est fatigant.
c'est fatigant, ça empêche de vivre tranquillement. Et je réclame au nom de tous les Français qui se sentent exclus de pouvoir vivre en tranquillité, de pouvoir payer mes impôts, de pouvoir voter, de pouvoir élever ma fille sans m'inquiéter. Oui, parce que ce tatouage, on en hérite, qu'on le veuille ou Oui, non. qu'on le veuille ou non. Vous l'avez transmis à vos enfants? Elle a la peau un petit peu plus claire que moi, alors je n'ai pas la peau très foncée, mais c'est vrai qu'en ayant une fille, elle a maintenant 2 ans, mais je l'avais dans mes bras, elle avait 6 mois pendant les élections. Et donc j'ai entendu plusieurs candidats expliquer tout un tas de choses sur l'immigration, je sais pas, les délinquants, les voyous, les banlieues, je ne sais quoi. Et donc je me suis inquiété à ce moment-là, je me suis inquiété comme un parent en disant mais est-ce qu'on va aussi l'embêter elle plus tard? Est-ce qu'elle va pouvoir vivre paisiblement? Et c'est probablement la naissance du texte. C'est là que je me suis dit, je vais enfin me confronter à cette question, parce que ma vie durant, j'avais tourné la tête pour avancer. Et c'est vrai que tourner la tête pour avancer, ça permet de faire sans. Mais à un moment, on a un enfant qui va un jour poser des questions, bien entendu, et il va falloir lui apporter des réponses. Et donc, pour apporter des réponses, il faut se solidifier soi-même, il faut comprendre son histoire. Rien de personnel en réalité, tout l'est, mais c'est effectivement une histoire très universelle que vous nous racontez. Mayer Guven, dans ce livre qui vient de sortir chez Jean-Claude Lattès, qui est aussi, on n'a pas le temps d'en parler, mais une très belle déclaration d'amour et à votre maman, et à votre grand-mère, et à votre père disparu. Merci beaucoup. Merci, d'être venu en parler ce matin dans Paris Direct.